Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire de Semawi. Aujourd'hui, je suis avec Juliette Brunery et Sarah Dens. Nous allons parler du passage en scope et de comment est-ce qu'on passe d'une posture de salarié à un rôle en fait d'associée coopératrice. Quant à moi, je suis Jeanne de Cardrel, également associée de la scope Semawi. Je vais être la journaliste de ce webinaire. Donc, je vais poser des questions à Juliette et Sarah pour pouvoir avancer dans le propos qu'elles ont envie de nous tenir aujourd'hui. Et puis, sur Zoom, vous avez une petite bulle Q et R pour poser vos questions. Vous pouvez donc les poser par écrit, et puis au fil de l'eau, je les prendrai et je poserai les questions à Juliette et Sarah. Voilà, pour la petite logistique. On est ensemble jusqu'à 14h30, et ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez retrouver le replay sur notre site internet. Juste un petit mot pour décrire Semawi avant qu'on commence. Nous sommes donc une scope grenobloise. Notre métier, c'est l'accompagnement d'équipes. On accompagne des équipes à mieux travailler ensemble, que ce soit dans la gestion de projet, dans la façon d'animer des réunions ou encore dans la gouvernance qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise. Je n'en dis pas plus parce qu'une partie de l'histoire de Semawi va vous être racontée aujourd'hui pour comprendre le contexte de notre passage en scope. Du coup, Sarah, je te laisse la parole pour ce contexte. Oui, avec plaisir. Donc Semawi, c'est une entreprise qui a été créée en 2008 à Avignon, historiquement, et on s'est installé à Grenoble il y a 3 ans. On en a profité pour se transformer en scope, faire une évolution vraiment dans notre métier d'accompagnement. Entre deux, évidemment, l'équipe a eu des tailles différentes et on est passé par différents statuts. En 2018, on s'est transformé officiellement, on a créé la coopérative avec un dirigeant qui est resté le même créateur de l'entreprise, qui est Alyosha Erdanov. Et à partir de ce moment, donc, on est resté... la taille de l'équipe est restée autour de 8 personnes. Tous sont embarqués et on est devenu une société coopérative en SAS. Voilà pour le petit contexte. Ouais. Du coup, Juliette, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe concrètement de transformer une équipe et une entreprise en scope, surtout quand on est plusieurs? Oui. Alors, c'est un sujet qui a été amené petit à petit par Alyosha, qui était, vous l'aurez compris, le créateur de Semawi, qui la détenait de manière entière, c'est-à-dire que c'était une SAS unipersonnelle, donc il n'y avait que lui qui possédait l'entreprise. Et il nous avait déjà proposé de nous ouvrir le capital en nous donnant des parts de l'entreprise quelques années auparavant. Et puis, je pense que l'équipe n'était pas encore mature pour se lancer dans cette aventure-là. Et à Semawi, il faut savoir qu'on a une pratique de la vie d'équipe qui était déjà bien développée sur le fait d'aménager des moments où on s'occupe de nous, de notre vision, de notre cohésion, de ce qu'on a envie de faire dans notre entreprise, avant même de se transformer en scope. Et en fait, le cheminement s'est fait petit à petit du côté d'Alyosha, et à la suite de plusieurs rendez-vous comme ça, assez longs, d'une journée, voire même de week-end, où on réfléchissait à ce qu'on avait envie de faire, la proposition a émergé et on s'est dit pourquoi pas. Alyosha nous a dit moi je me sens prêt à ce qu'on se transforme en scope. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie de monter dans le bateau avec moi? Ça veut dire qu'on va devenir des associés. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on a décidé de se transformer. J'ai le souvenir qu'on a tous été un peu impressionnés au départ par la proposition. Dans la proposition, il y avait le choix d'accepter ou non de devenir associé, donc c'était très ouvert au début, et ça l'a toujours été d'ailleurs. Et à partant de là, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle les statuts. Donc on s'est fait accompagner par l'Union régionale des scopes, qui est l'URSCOP, et on a commencé à travailler ensemble là, qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos statuts. Il faut savoir que les coopératives ont des statuts légaux, il y a des choses qu'on ne peut pas faire bouger, puis il y a d'autres qu'on peut faire bouger, comme la rémunération des associés, ou la façon d'élire le dirigeant, ou la façon d'accepter ou de faire sortir des associés. Et quels sont les principes qui ont porté l'envie de devenir une scope? Sarah, est-ce que tu as une partie de la réponse à nous apporter? Oui, bien sûr. Juliette a raconté un peu comment ça s'est articulé, mais il faut savoir qu'au sein de l'agence, nous avions déjà des pratiques qu'on pourrait qualifier de coopératives, car très influencées
notamment par la philosophie agile et son manifeste dans la manière de mener nos projets en interne et avec nos clients. C'est-à-dire que des principes d'implication du client, de produire des choses avec une haute valeur ajoutée et surtout d'avoir une transparence sur les informations, les mécanismes et d'impliquer les différentes parties prenantes dans les décisions à prendre. On a aussi beaucoup piogé dans l'intelligence collective pour ça, mais je dirais qu'il y avait déjà un terreau assez fertile sur la conscience des salariés d'informations qui concernaient l'entreprise, je dirais de manière assez globale. Si je pense à l'aspect financier, on avait régulièrement des points d'équipe sur une situation économique ou un passage d'informations vraiment sur la santé de l'entreprise, la manière dont on pouvait conduire un développement de clientèle. Je pense notamment au moment où on est arrivé à Grenoble. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient présentes. Juliette a parlé des moments réguliers où on a pu avoir des échanges structurels avec l'équipe. Je pense donc au forum ouvert notamment, qui ont vraiment inscrit des mécanismes de consultation et de participation au sein de l'équipe. Super. Je comprends qu'il y a des choses qui étaient déjà présentes avant. Cela dit, est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après ? Et est-ce que ça a changé votre vision du monde de l'entreprise, Juliette ? Oui, moi clairement il y a un avant et un après. Okay. C'est assez flagrant, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je pense. Au début j'étais là, bah oui, mais c'est logique, on devient des associés. Et puis en fait après avec le temps on a vraiment réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire d'être associé, qu'est-ce que ça veut dire d'être associé d'une coopérative, parce que c'est une forme d'entreprise qui est assez particulière et qui ne ressemble pas aux autres. Qu'est-ce que ça me fait d'être associée moi en tant que femme, et puis surtout quelque part pour moi c'était une façon de passer de l'autre côté du miroir et d'avoir vraiment accès à toutes les infos encore plus précises sur l'état de santé financier de l'entreprise, de pouvoir contribuer encore plus aux décisions stratégiques, aux orientations, aux choix de métier, à la façon dont on va recruter, à la façon dont on va s'organiser en interne. J'avais déjà cette envie d'aller plus loin, mais le fait que ça soit officiellement, que ça soit officiel, il y avait une symbolique très forte là-dedans qui est qu'on m'a donné une partie des clés de ma propre entreprise. Et ça a vraiment changé pour moi la façon dont j'aborde mon métier et puis ma relation à l'entreprise aussi, qui en fait c'est une partie de l'entreprise, c'est mon bateau et je fais en sorte que le bateau continue à naviguer et aille dans la bonne direction. Donc je ne suis pas juste salariée qui monte sur le bateau tous les jours, je suis aussi au pilotage, je tire aussi les voiles du bateau. Voilà. Et pour toi, Sarah ? Ouais, je pense aussi pouvoir répondre très clairement il y a un avant et un après la transformation. Et je te rejoins assez, Juliette, sur le fait qu'au début, ce que j'ai senti de palpable, c'était maintenant, on a une enveloppe, une enveloppe légale, administrative sur le plan économique de cet acteur. On lui a donné une cohérence statutaire avec des pratiques qui nous étaient chères. Donc, en ça, je me suis dit, on explique juste à d'autres et on rend ça visible à d'autres sur la manière dont on peut fonctionner. Et évidemment, pour moi, ça a été un grand changement, mais je n'ai pas réalisé tout ce que ça allait impliquer, et le cheminement qu'on a fait en 3 ans depuis cette transformation de statut le montre aussi, vraiment dans l'idée d'aller vraiment beaucoup plus loin dans la compréhension des mécanismes du développement d'une entreprise. Ça, je pense que le début, ça a été vraiment de voir un morceau de l'iceberg et puis après tout le reste. Donc, vraiment plaisant comme appropriation de son propre outil. Donc aujourd'hui, ça fait 3 ans que l'entreprise est passée en scope. J'imagine qu'évidemment, il y a du recul. Et à quoi vous voyez que les comportements ont changé, Juliette ? C'est une bonne question. En fait, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est aussi précis que ça dans les comportements. Déjà, je vois qu'on représente tous notre scope à l'extérieur. On est tous mobilisés sur les événements pour faire du réseau. Voilà, on est vraiment... en fait, on a cette volonté de
de lutter contre la personnification de l'entreprise par le dirigeant, parce qu'on a toujours un dirigeant qui est toujours Alyosha, sauf que maintenant on est 6 associés, donc le dirigeant n'a plus le rôle, enfin il a toujours un rôle de pilier, mais c'est un peu moins lui qui a sur les épaules le fait de représenter la SCOP. Donc ça a vraiment changé. Et ensuite, pareil, sur la mobilisation de la force vive qui est l'équipe, je trouve qu'il y a vraiment eu une modification, en tout cas de la perception qu'on avait tous du travail, de ce que voulait dire le mot travail et de comment il entre dans notre vie. Et notamment sur les mécanismes de solidarité, pardon, il y en avait déjà, mais là, je trouve que c'est vraiment, ça va de soi, et en même temps, ça va de soi, et en même temps, on reste à l'écoute de l'écologie individuelle de chacun, et si pour une personne, ça tombe pas un moment qui est juste pour elle de mettre énormément d'énergie, on est aussi capable de l'accepter. Donc il y a cette perception assez fine des uns et des autres, je dirais, et le fait qu'on soit devenu associés, en tout cas pour moi, il y a eu une vraie montée dans l'exigence qu'on avait de prendre soin les uns des autres et d'être au courant de ce qui se passe pour les uns et les autres. Ça ne veut pas dire qu'on se raconte toujours notre vie intime, mais au moins on a conscience de comment va chaque personne de l'équipe et on peut moduler nos énergies en fonction de ça. Donc ça, pour moi, ça a été un vrai changement. Donc des changements dans le relationnel, dans la façon d'interagir, de ce que je comprends. Et Sarah, est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé vraiment dans l'organisation de l'équipe? Dans l'organisation de l'équipe, je pense que la transformation en SCOP a eu une vertu assez prégnante en termes de charge mentale qui repose habituellement sur le dirigeant. Pour moi, ça c'est assez flagrant, où, comme le disait Juliette, on cherche à dépersonnifier un dirigeant de son entreprise, parce que ce sont bien deux choses différentes. Une personne avec un rôle de leadership et une entreprise qui est un objet économique. Et donc, les deux peuvent grandir, et dans cette idée, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir voir qu'un projet entrepreneurial, il peut grandir, se transformer avec d'autres, et pas forcément à la seule initiative du dirigeant. Je trouve que ça, c'est vraiment une perspective qui me réjouit, et où je me dis que on peut avoir vraiment une place à jouer. En termes d'organisation dans l'équipe, évidemment, comme je parlais à l'instant de cette charge mentale qui repose souvent sur le dirigeant de s'occuper de tout, partout, et d'être omniscient, et aussi parfois de prendre des décisions desquelles il y a peu de valeur ajoutée pour quelqu'un qui est déjà beaucoup sollicité. Donc, de notre côté, on est venu mettre de l'explicite là-dessus, sur comment est-ce qu'on avait envie de s'organiser pour que chacun ait une place, évidemment, en fonction aussi de ses appétences, de ses compétences, de là où il avait envie d'aller, pour qu'on ait une répartition harmonieuse de la charge de travail, et aussi avec des enjeux très pragmatiques de rentabilité. Donc, en interne, on a fait le choix de répartir ça avec ces soucis de pertinence dans l'organisation. On s'est rendu compte qu'il nous manquait un endroit pour avoir des relations d'associés aussi. Si on avait au début mis en place des réunions d'associés, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de discussions qui venaient dans ces temps-là, et avec une densité qui n'était pas forcément toujours au même niveau. Des choses assez opérationnelles, d'autres plus stratégiques. Et on a eu besoin de mettre plus d'efficacité là-dedans. Et c'est en ça que vraiment la structuration d'une gouvernance partagée est venue expliciter ce qu'on attendait les uns des autres dans nos postures d'associés. Et cette réponse-là, on l'a trouvée vraiment dans l'holacratie, qui a été un élément tout à fait structurant pour donner corps à un rôle d'associé différent de ma personne. Tout comme on a créé un rôle de mandataire différent de la personne qui a ce mandat. Juliette, est-ce que tu pourrais définir en quelques mots holacratie, juste pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce système de gouvernance? Oui, bien sûr. Donc, holacratie, c'est un système de gouvernance partagé qui dispose d'une constitution. Donc, il y a des règles du jeu qui sont écrites, qui sont très explicites et très précises. Et donc, c'est la méthode qu'on a choisie, la méthode de gouvernance qu'on a choisie à SEMAWI, pour être capable de vraiment travailler exactement cette notion d'explicite. Il y a un système dans holacratie qui est intéressant, c'est qu'on fonctionne avec des rôles, comme a commencé à l'introduire Sarah. Donc elle a pris l'exemple du rôle d'associé, et un rôle a toujours une raison d'être et des missions qui lui sont associées. Et ça, c'est un travail qu'on fait collectivement, qu'on valide tous ensemble.
pour que ça soit très clair pour les uns et les autres de quel rôle fait quoi. Et après, on décide de qui on met à l'intérieur des rôles. Et en fait, cette décision, elle a été aussi très corrélée à notre passage en scope, c'est-à-dire qu'on avait une exigence d'associé à associé, on avait besoin que ça soit transparent, on avait besoin que ça soit clair et explicite pour tout le monde, pour se sentir bien dans notre structure et avancer en ayant conscience de qui fait quoi. Et on s'est mis à travailler cette gouvernance. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'a mise en place. Et elle est structurée en principalement 2 types de réunions. Donc il y a les réunions de gouvernance où on structure les rôles, on les modifie, on en ajoute, on les subdivise, on fait ce qu'on a à faire pour que ça colle le plus à notre réalité. Et on a ce qu'on appelle les réunions de triage, qui sont des réunions très opérationnelles, qui sont souvent liées à des thématiques sur la communication, la prospection, voilà, différentes thématiques qui nous occupent au quotidien et sur lesquelles on peut vraiment traiter nos sujets opérationnels du moment. Super, merci pour ce point méthodologique. Je reviens un petit peu dans le sujet du jour et j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça vous fait ressentir d'être associé dans la SCOP Semaoui? J'ai envie de vous écouter toutes les deux, Sarah puis Juliette. Je crois que l'émotion, le sentiment le plus prégnant pour moi, c'est de la fierté et puis aussi de la gratitude. Je me sens hyper fière de contribuer à ce projet que certains ont déjà qualifié de politique au terme d'engagement qu'ils pouvaient représenter vis-à-vis de la société, d'un territoire. Je me retrouve assez bien dans ces mots-là. Je me sens très fière de pouvoir contribuer en fait à l'évolution de ce projet avec cette forme d'entrepreneuriat collectif dans lequel je me retrouve vraiment. Ce que ça m'apporte vraiment, c'est de sentir qu'à cet endroit-là, aujourd'hui, je crois que c'est le lieu et l'espace dans lequel j'ai le plus de pouvoir d'agir. Et je me sens vraiment utile, en disposition de mouvement, d'avoir de l'influence sur mon environnement, sur les personnes que je peux côtoyer et avoir un ensemble assez cohérent dans ce qui m'entoure et ce vers quoi je vais chaque matin en me levant. Donc, cette notion le sentiment de fierté, il est très présent et de la gratitude parce que je ne me suis pas associée avec n'importe qui non plus. Et je suis ravie de fréquenter mes associés au quotidien et de pouvoir trouver chez eux une certaine réciprocité et une adhésion au projet qu'on construit ensemble. Donc, ça, c'est les 2 choses qui m'animent le plus. Ça se voit, merci. Juliette, pour toi? Oui. Moi, je crois que je ne me suis jamais sentie autant à ma place dans une organisation. Dans nos vies, on a plusieurs organisations amicales, familiales, professionnelles. Vraiment, dans cette organisation-là, ce système-là, je me sens vraiment à ma place. Pour moi, c'est à la fois une source de beaucoup d'énergie. Je reçois énormément d'énergie des autres et j'ai l'impression de mettre beaucoup d'énergie dans le projet et c'est une énergie qui est vertueuse parce que je me recharge avec les autres et j'en donne aux autres et j'ai de l'énergie tout le temps. Donc voilà, je me sens libre et capable de faire plein de choses. Donc ça, c'est très épanouissant pour moi. Et la deuxième chose, c'est que je me sens très optimiste. En fait, je crois vraiment à notre projet, je crois à notre association. Je trouve que le métier qu'on développe a du sens. Aider les autres organisations à se structurer, à mettre de l'explicite, à faire en sorte que les gens se sentent mieux, pour moi, ça a vraiment un sens profond que je n'avais pas trouvé jusque-là dans mon métier parce qu'à la base, moi, je viens de la communication, donc je faisais vraiment... Ça peut avoir un rapport et en même temps, c'est très éloigné. Et je n'avais pas trouvé ce sens-là dans cette thématique de travail. Et donc, je me sens... c'est très épanouissant, en fait, pour moi, d'être associée de la SCOP Semaoui, qui pour moi n'est pas n'importe quelle entreprise. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire également qu'est-ce que ça te fait en tant que femme d'être associée dans une entreprise? Oui. Je me sens vraiment fière. Fière d'être associée. Ça prend un sens qui, pour moi, est d'autant plus surprenant que dans ma vie, en fait, j'ai eu des exemples dans mon entourage proche d'entrepreneuriat. Dans ma famille, j'ai plusieurs personnes qui ont été dans l'entrepreneuriat pour qui ça n'a pas toujours été facile. Et en fait, je ne m'imaginais pas du tout être porteuse d'un projet en étant seule. Et en fait, cette association, ce format de SCOP,
m'a permis d'accéder à ça. Je ne me sentais pas armée en tant que jeune femme dans notre monde pour être capable de monter mon propre business, en fait. Et la SCOP m'a donné accès à ça, donc je me sens vraiment reconnaissante. Et puis en même temps, comme je me sens à ma place, je ne me sens pas non plus noyée dans un collectif. On a tous notre singularité. Et je trouve qu'il y a aussi du sens dans le fait de contribuer à cette aventure, ce format d'entreprise qui est démocratique. Aujourd'hui, il y a moins d'hommes que de femmes dans notre entreprise, mais on fait en sorte que chaque associé a droit à une voix, peu importe la part de capital qu'il possède. Et ça me plaît de me sentir égale de mes autres associés, qu'ils soient hommes ou femmes. Et ça, pour moi, ça a vraiment du sens. Et pour toi, Sarah? Tu peux me rappeler la question? Qu'est-ce que ça te fait ressentir en tant que femme d'être associée dans une entreprise? En tout cas, être associée au sein de Semaoui, je me sens plus être associée en tant que personne qu'en tant que femme. Voilà, peut-être qu'il y a un petit chemin à faire de mon côté sur ce sujet-là, mais ce que j'ai vraiment envie de retenir, c'est que voilà, on a tous cette singularité de choix de parcours, et je sens que moi, j'aurais pas, avec ma culture, avec la manière dont j'ai grandi, le schéma de l'entrepreneuriat, il n'était pas du tout présent, et c'est quelque chose que j'aurais pas du tout imaginé comme possible pour moi en tant que personne. Et en tout cas, de l'envisager de manière collective, avec cette mixité aussi au sein des associés avec qui je travaille aujourd'hui, là, je m'y reconnais vraiment. Et maintenant que j'ai que j'ai ce rôle d'associé dans notre gouvernance, et avec peut-être un éveil de ma conscience sur ma manière d'interagir avec le monde, oui, je me sens assez irritée et parfois même un peu en colère et déçue que les modèles qu'on a culturellement de réussite et de pouvoir d'agir sont très souvent incarnés par des hommes. Je feuilletais encore le magazine Présence récemment, et 80% des portraits des entreprises qui sont faits sont tenus par des hommes. Et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et si moi je peux agir en étant associée en tant que femme dans une scope dans laquelle je me sens très bien et à ma place pour pouvoir influencer et avoir un impact sur le monde, et j'ai envie de continuer dans cette direction. Super, merci beaucoup. Vous avez parlé de décision commune, du fait d'être associé. Comment est-ce que vous faites pour être sûr d'aller dans la même direction? Je peux organiser mon propos dans deux axes. Oui. Il y a une partie, ce qui relèverait de notre gouvernance en tant que telle, et l'autre qui sont plus des temps structurels de l'organisation. Juliette expliquait tout à l'heure un petit peu comment fonctionnait l'holacratie dans notre gouvernance partagée. On a fait un webinaire dédié sur le sujet de la décision intégrative avec Alyosha pour expliciter notamment le principe de recueil du consentement des rôles et des personnes qui sont autour de la table pour prendre une décision de création, de modification de rôle. Donc, si la question vous intéresse, vous pouvez aller creuser de ce côté-là. Ce qui permet de recueillir non pas forcément l'accord, mais l'absence de désaccord des membres pour prendre une décision qui aurait un risque de mettre en danger celle-ci. Et sur l'aspect davantage de partager un cap, une vision, d'être sûr d'aller dans la bonne direction, c'est vraiment un sujet duquel on prend soin. On y consacre du temps, avec des moments bien particuliers, tels que des forums ouverts, où on prend le temps de travailler sur la vision, le cap qu'on a envie de mener, de poser et s'autoriser à retravailler aussi une raison d'être. Ce sont vraiment des temps structurants pour nous, où on se retrouve un petit peu et on se pose pour réfléchir à ça. On l'a notamment fait cet hiver encore, en passant une semaine dans le Beaufortin, à travailler avec toute l'équipe sur ces sujets-là de quelle est la vision et où est-ce qu'on se voit dans quelques années. Celui de cet hiver a été aussi une occasion de questionner comment est-ce qu'on pouvait intégrer deux partenaires avec qui on travaille beaucoup, et on leur a trouvé une place dans notre gouvernance en construisant ça ensemble, puisqu'il se trouve qu'eux aussi pratiquent l'holacratie.
Donc voilà, c'est des sujets assez structurants qui peuvent avoir un impact vraiment fort sur la suite du développement de l'entreprise. Et ça, on le fait dans des temps dédiés. Donc, permet d'avoir une fenêtre de respiration, de réajustement entre nous aussi. C'est des moments assez denses intellectuellement, émotionnellement aussi. Et notre souhait, c'est de continuer à prendre soin de ça au fil de l'année avec différentes occasions. Côté participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le petit fil de conversation. Pour ma part, j'ai d'autres questions à vous poser. Est-ce que justement la proposition de passage en scope a été faite lors d'un forum ouvert? Juliette ou Sarah? L'idée a été évoquée une fois. J'ai souvenir d'avoir discuté de ça dans un chalet en montagne. Oui, il me semble que oui. Hein. C'est ça. Et la décision a été prise dans la fin de l'année qui suivait. En fait, ça a été assez rapide. En fait, et il y a des sujets sur lesquels, voilà, je me rappelle maintenant. On a fait donc lors d'un forum ouvert, on organise ce qu'on appelle une place de marché. Donc, on positionne différents sujets sur des plages de travail. Et ces sujets peuvent être travaillés par des personnes de manière simultanée en petits groupes ou alors en grands groupes. Et en fait, on avait pris le pas de se dire qu'on aurait des sujets qui allaient apparaître du fait de cette association. Et je pense notamment à la rémunération. C'est un sujet qu'on a envisagé à l'occasion d'un forum ouvert et pour lequel on n'était pas encore transformé en scope. Et on s'est dit, au fil de la discussion est apparue l'idée qu'on n'était pas vraiment prêt à discuter de ça de manière collective. Et je me rends compte qu'un an plus tard, c'est des discussions pour lesquelles nous avions la maturité à associer collectivement de discuter de ça tous ensemble. Donc, et les statuts. Ouais. Le fait qu'on passe de salarié à associé salarié, quelque part, ça nous donnait la légitimité pour discuter tous ensemble de nos rémunérations respectives. Oui, c'est ça. Le forum ouvert, c'est pas un format qu'on peut voir de façon très classique. Juliette, est-ce que tu pourrais juste nous redécrire bien ce que c'est pour qu'on puisse tous comprendre? Un forum ouvert, en fait, c'est un événement qui a un peu la dimension que vous souhaitez lui donner. C'est rarement très court et c'est rarement très très long. Mais si vous avez envie, ça peut durer 3 jours, ou une seule journée, ou une demi-journée. Et l'idée, c'est soit de choisir un thème que vous allez travailler en faisant confiance aux personnes présentes pour faire émerger lors de la place de marché les sous-thèmes qui ont un lien avec le thème qui a été défini. Et ces thèmes peuvent être soit très opérationnels, soit beaucoup plus haut, avec on peut travailler la vision d'une entreprise, comme disait Sarah, on peut travailler la raison d'être, on peut travailler où est-ce qu'on a envie d'être dans 5 ans, ou comment on repositionne son activité. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de compter sur le collectif et auto-organiser pour aménager plusieurs ateliers pendant la période qui aura été définie. Donc, si le forum dure une journée, on structure la journée en atelier le matin et l'après-midi. Et à chaque fois, toute ou partie de l'équipe peut contribuer. Donc, s'il y a 2 envies différentes qui émergent en même temps, on peut imaginer 2 groupes qui travaillent sur 2 sujets différents simultanés. L'idée, c'est de se donner des rendez-vous réguliers pendant la journée pour savoir ce qui s'est passé, si c'est au sein d'une même équipe d'une entreprise, par exemple. Et ensuite, on fait du forum ouvert. La suite du forum ouvert, on fait un peu ce qu'on veut. Soit on a besoin d'avoir une trace très précise de ce qui a été décidé pour mettre en place quelque chose, soit ça peut rester beaucoup plus léger avec de la prise de notes en facilitation graphique ou en mind map pour garder une trace, par exemple, des sujets qui ont été abordés pendant le forum. En tout cas, chez nous, ça a vraiment vocation à cimenter l'équipe, à prendre soin de la façon dont on se sent dans l'organisation et à prendre le temps d'écouter les envies de chacun sur sa position ou son envie d'aller vers quelque chose, développer une compétence, par exemple. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quels vont être vos prochains projets en tant qu'associé? Oui, bien sûr. On en a plein. Il y en a un qui me vient là, qui pour nous est assez chouette. C'est qu'on a quelqu'un qui nous a contacté qui a envie de réaliser un documentaire sur les organisations de gouvernance partagée, qui nous a proposé de le faire avec nous. Donc, c'est un projet en construction. Si tout va bien, il verra le jour d'ici 1 an et demi ou 2 ans. Ça fait partie des projets qu'on a. On a un autre projet, c'est que cet hiver, dans le Beaufortin, on a commencé à rédiger un livre. Donc l'idée, là, c'est de trouver une maison d'édition pour assurer sa publication. Et ce livre, c'est un peu
c'est une façon pour nous de raconter au monde que c'est possible en fait d'être organisé de manière transparente et épanouissante pour toute l'équipe. Donc il y a différents témoignages plus ou moins personnels de l'équipe et chacun prend la parole dans le livre. On a un forum ouvert cet été, donc un autre. Vous aurez compris qu'on en fait souvent. Si on pouvait en faire chaque saison, ça serait l'idéal, mais on n'a pas toujours le temps. Et là, on en a un donc cet été au mois de juillet, à nouveau avec les 2 partenaires qu'on avait conviés cet hiver, quelque part pour consolider l'association, pour continuer à avancer ensemble vers une vision commune. C'est quand même pas rien, on intègre, pas au quotidien, mais on a trouvé une forme de partenariat. On a 2 personnalités singulières qui arrivent dans l'équipe et qui seront là de manière plus ou moins quotidienne avec nous. Et on a envie de prendre soin de ça et de prendre du temps là-dessus. Voilà, c'est les 3 principaux projets qui me viennent. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Ouais, et puis un beau projet qui est davantage d'ordre matériel pour la SCOP. On est à la recherche de nos prochains locaux qu'on souhaiterait acheter du coup pour la SCOP. L'idée étant évidemment d'être propriétaire de nos meubles. Et ça, c'est encore une fois, je trouve, une manière de donner aussi corps à cette association en prenant une décision assez structurante pour notre activité et notre quotidien, avec des retombées économiques qui sont tout de même importantes, retombées ou en tout cas des impacts. Donc un livre, un documentaire, l'achat de locaux. J'imagine, tous les salariés ne sont pas confrontés à ce genre de projet, et donc vous êtes bien associés salariés. Est-ce que du coup, ça a changé la place du travail dans votre vie ? Oui. Oui, aussi. Alors, Juliette, vas-y. Oui, moi j'ai ressenti vraiment quelque chose au début, pas très limpide, mais comment dire, progressivement, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de ma perception du monde du travail, il y avait une vraie polarité, et je pense que c'est assez courant dans le milieu pour tous les salariés, c'est qu'il y avait les salariés d'un côté et puis les patrons de l'autre. Et on vit quand même dans un monde où on est organisé comme ça. Il y a les syndicats patronaux et puis il y a les syndicats pour les salariés. Voilà, de manière générale, il y a toujours dans notre existence un moment où on doit rendre des comptes à un supérieur hiérarchique. Et le fait de se transformer en SCOP, on avait déjà une culture à Semaoui qui était très éloignée de ça, c'est-à-dire que, bon, en effet, il y avait le patron d'un côté et les salariés de l'autre, mais il y avait quand même une transparence et quelque chose de très horizontal, même si tous les risques n'étaient pris que par Alyosha. Et ça, pour le passage en SCOP, c'est quelque chose qui a disparu et qui s'est distribué entre nous. Et voilà, moi en tout cas, j'ai ressenti vraiment petit à petit quelque chose qui s'est effacé, où je ne vois plus le monde de la même façon. Pour moi, je suis associée de ma SCOP, donc il n'y a même pas une question de salarié d'un côté ou de patron de l'autre, c'est qu'on est tous dans le même bateau, on est tous associés salariés. Et d'ailleurs, dans notre gouvernance, on a vraiment fait un travail de différenciation entre le rôle de salarié d'un côté, le rôle d'associé de l'autre, qui ne sont pas les mêmes rôles, qui n'ont pas la même raison d'être et qui n'ont pas la même vocation, pas la même mission. Et du coup, moi, en tout cas, ça m'a permis de me relaxer vraiment, d'avoir un lâcher-prise sur comment je gère mon temps, par exemple. Avant, j'étais très... les vacances, c'est les vacances, le week-end, c'est le week-end, et puis les horaires, c'est les horaires. Maintenant, je me sens plus souple, c'est-à-dire qu'il y a des moments où mon entreprise, elle a besoin de mon énergie, même si c'est plus que prévu. Je vais mettre de l'énergie parce que j'y crois et que c'est mon entreprise, donc je suis en partie propriétaire. Et puis, il y a d'autres moments où, pour moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Comme tout le monde, j'ai des obligations, j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai tout un tas de choses. Et en fait, je me sens plus relaxée sur le fait de caler ça à un moment où je sais que ça va déranger personne et je peux partir 1 heure dans la journée pour aller m'occuper de moi sur quelque chose que j'ai pas eu le temps de faire à un autre moment. Et je sais que personne va me juger et que je vais pas juger Sarah si elle fait pareil. Donc, il y a vraiment eu un changement de ce côté-là où il y a un dosage qui du coup n'est pas quotidien mais qui est plutôt périodique sur l'énergie que je mets dans mon travail. Dans les participants qui sont présents, peut-être que certains se posent la question d'un passage en SCOP. Est-ce que ça se prépare justement, le fait de changer de posture, de devenir associé ? Et du coup, quel conseil vous donneriez à une équipe qui se prépare à passer en SCOP ? Vraiment pour se poser la question de la posture d'associé. Sarah ? Je crois... dans un processus de transformation, il y a quelque chose qui appartient beaucoup à la personne qui est représentante de l'autorité dans cette entreprise. Donc, de base, je dirais que le dirigeant, la dirigeante a vraiment un travail à mener sur pourquoi aller vers ce modèle et être bien au clair
vis-à-vis de soi, de ce que représente cette entreprise et à quel point est-ce qu'on est prêt à ça, en fait, à envisager que ce projet grandisse avec d'autres, à partager le risque avec d'autres. Je crois que il y a déjà quelque chose vraiment sur la figure d'autorité qui peut choisir vraiment d'être accompagné sur ce sujet parce que c'est vraiment spécifique. Concernant les salariés, je crois que ce qui a été vraiment très aidant pour moi, c'est les temps qu'on a pu prendre ensemble avec les autres salariés quand nous n'étions uniquement que dans ce rôle-là, de comprendre comment fonctionne, par exemple, comment est-ce qu'on peut lire un bilan comptable, comment se frotter un peu plus au droit du travail avec ce regard un peu plus global et justement moins polarisé de patron-salarié. Ça, pour moi, ça a été vraiment très instructif sur les évolutions et sur les besoins que je pourrais avoir en tant qu'associée. Je vois des choses qui ont vraiment changé sur vraiment des sujets très pragmatiques de la compta. J'ai un peu l'idée d'entreprises dans lesquelles on se déplace, on a des frais. Pas grave, c'est la boîte qui paye, tu fais des frais et puis c'est réglé. Ce que je vois comme transformation aujourd'hui, c'est que je suis bien consciente des frais que j'ai et de ceux que je vais faire passer après sur la société. Parce que maintenant, je comprends comment ça marche, une TVA. Je comprends comment est-ce qu'on gère une trésorerie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une acculturation qui se fait sur le plan économique, juridique, des mécanismes de l'entreprise. Donc, je trouve que ça peut être... Je m'y serais jamais intéressée d'aussi près si je n'avais pas été aussi entraînée par cet effet de groupe avec la réalité que ça allait se produire demain et que j'aimerais bien comprendre vraiment comment ça marche. Donc, je crois qu'il y a eu ce temps d'acculturation qui a été nécessaire et vraiment réjouissant. Ça s'est fait plutôt de manière heureuse. C'est pas une corvée de m'intéresser à la compta, par exemple. Et pour toi, Juliette, quel conseil tu pourrais donner pour accompagner ce changement de posture ? Déjà, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'important dès le départ, c'est de prendre le temps de rassurer. Souvent, le salarié, quand on lui propose de devenir associé, il y a quelque chose de, je pense, lié à cette fameuse polarité, salarié d'un côté, patron de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire si je deviens associé ? Nous, en tout cas, on a eu vraiment un temps où on a discuté ensemble de qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça impliquait légalement, et puis du coup, de construire nous-mêmes notre vision qu'on avait du rôle de salarié, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun, est-ce qu'on a tous la même vision, est-ce qu'on est bien alignés sur ce que ça veut dire être associé, est-ce qu'on est bien alignés sur la posture qu'on attend des uns des autres, donc on a pris du temps pour parler de ça, et ça ne s'est pas fait en une fois. Moi, j'ai le souvenir qu'il y a eu plusieurs rendez-vous où on parlait de manière globale de ce passage en scope, et où chacun pouvait poser les questions qui l'occupaient le moment venu. Et parmi ces temps, il y a eu des questions qui ont émergé justement sur, comme tu le disais, sur le fait de comprendre la situation économique d'une entreprise, être capable de comprendre les notions de fonds de roulement, de trésorerie, de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, le bénéfice, de combien on a besoin chaque mois pour vivre correctement et pouvoir se dégager de nos salaires. Et en fait, cette acculturation, elle s'est faite de manière progressive avec des rendez-vous réguliers. Alors souvent, c'était Alyosha qui nous transmettait la compétence parce que mécaniquement, il n'y avait que lui qui s'occupait de ça jusque-là. Mais au moins, en pratiquant, on a pu se rendre compte de ce que ça voulait dire. Et ensuite, la deuxième étape plus approfondie, ça a été vraiment d'aller bosser tous ensemble sur nos statuts. Et on a eu plusieurs rendez-vous, au moins 3 ou 4, au moins à chaque fois de 2 heures, où on va décortiquer et où on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire la ligne là qui est écrite sur la rémunération des associés à la fin de l'année. Comment on se répartit ça, de quel pourcentage on décide de mettre les uns les autres et est-ce qu'on est d'accord. Donc on a vraiment eu ce travail d'appropriation du sujet et de partage de la connaissance pour être sûr qu'une fois qu'on est embarqué dans le bateau, tout le monde comprend bien ce qui est en train de se produire. Et après, je termine sur les changements de posture. En tout cas, moi, je trouve qu'Holacracy nous a vraiment beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il y a le rôle d'associé, mais ce rôle-là,
il est très spécifique. Et lié, connecté à ce rôle d'associé, il y a tous les rôles opérationnels qui permettent de faire tourner l'entreprise. Et en fait, ça, c'est un travail qu'on mène au quotidien, à mettre de l'explicite là-dessus, à toujours expliciter nos attentes envers un rôle et à vraiment séparer les personnes des rôles. Et du coup, à prendre soin de nos relations interpersonnelles dans une zone qui concerne vraiment nos relations et pas l'opérationnel. Et ça se combine très bien, je pense, à un passage en scope où tous les associés ont des exigences forcément plus hautes que s'ils étaient juste des salariés. Je termine là-dessus. Et justement, est-ce que tous les salariés de Semaoui sont associés? Et si jamais ce n'est pas le cas dans une organisation, comment est-ce que ça se passe quand il y a des associés salariés et des salariés? Sarah, est-ce que tu peux nous répondre? Ouais. Ben, c'est quelque chose qu'on peut définir dans les statuts. Nous, le choix que nous avons fait, c'est que la SCOP s'est constituée donc avec les 8 associés fondateurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans ces associés, il y a des personnes qui ont quitté l'entreprise pour d'autres projets professionnels. Et ça a été une occasion vraiment de re-questionner ça. Est-ce que, s'ils ne sont plus salariés, est-ce qu'on leur trouve une place en tant qu'associés dans notre quotidien? Est-ce qu'ils gardent le même pouvoir de décision en AG alors qu'ils ne partagent plus notre quotidien? C'est des choses qu'on a un peu menées au cas par cas. Et je dirais que là-dessus, voilà, en tout cas, nous, c'est des choses qu'on a réfléchi au cas par cas. Et il se trouve qu'aujourd'hui, tous les associés sont aussi des salariés. Et que ce qu'on envisage, en fait, par nos statuts, c'est qu'une personne qui nous rejoindrait en tant que salarié propose sa candidature pour devenir associé dans l'année et demie qui suit son embauche. Donc ça, c'est quelque chose qui est une règle que nous avons posée de manière très explicite dans nos statuts. Évidemment, la règle, ça permet de s'y référer quand quelque chose coince et on envisage tout à fait d'être plus souple avec si le feeling est bon et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre aussi longtemps pour s'associer avec quelqu'un qui en aurait envie de partager, de faire grandir davantage le projet avec elle. Et cette idée de partage et du risque et de la liberté, en fait, parce que ça va vraiment ensemble avec d'autres personnes, c'est un sujet qui nous est cher. Et aujourd'hui, on est davantage dans la recherche d'associés, en fait, de personnes qui auraient déjà cette maturité, je dirais, professionnelle et de posture pour intégrer directement un associé et avant que ce soit un salarié. Comment ça se passe d'ailleurs si jamais il y a des associés qui ne sont pas salariés? Comment se gère cette relation-là? Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une réponse unique à cette question. Ça dépend de l'organisation, de sa taille, de ce qui est mis en place à l'intérieur pour qu'il puisse y avoir une expression de la parole ou en tout cas un traitement des tensions quand elles arrivent. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que nous, on a vraiment fait le choix de ne pas avoir de salariés non associés parce qu'on n'avait pas envie de créer une locomotive à 2 vitesses, enfin un train à 2 vitesses. Parce que mécaniquement, des gens qui sont salariés et des gens qui sont associés salariés, ils ne peuvent pas avoir la même implication et la même posture. Enfin, moi, j'ai cette croyance. Je ne vois pas comment je peux me sentir investie et autant investie si je suis juste salariée et que si mon voisin est lui associé. Donc, en tout cas, nous, de notre côté, c'est un choix qu'on a souhaité faire. Néanmoins, je ne pense pas que ça soit impossible de combiner les deux. On connaît d'autres scopes dans lesquels il y a des associés salariés d'un côté et juste des salariés de l'autre. Souvent, elles sont plus grosses que nous. Nous, on est quand même une équipe plutôt petite. Donc, les scopes dans lesquels ça fonctionne et dont j'ai connaissance, elles sont plutôt 40 ou 50 personnes, voire même beaucoup plus. Pour vous répondre à la question de comment ça se passe, je ne sais pas, je n'ai pas accès à cette information. Voilà, j'imagine qu'il faut prendre soin de ça et mettre des mots sur la différence de statut pour pas que ça soit une frustration ou un sujet tabou. En tout cas, moi, c'est le réflexe que j'aurais. C'est pareil pour des associés qui seraient non salariés, du coup, j'imagine. Oui, quelque part aussi. Ouais, je pense que c'est le même travail. Ouais. L'important, le point sensible de tout ça, c'est la gouvernance, en fait. Est-ce qu'on est au clair avec la manière dont on va prendre des décisions? Qui a le droit de siéger au chapitre? Est-ce que c'est que les associés? Est-ce que ça comprend les associés salariés? Sachant que statutairement, un associé aura un pouvoir que le salarié n'aura pas. Donc, je trouve que là-dessus, il ne faut pas se raconter
rêve et le droit coopératif nous dit que un associé égale une voix, un salarié qui n'est pas associé n'aura pas de voix. Alors, pour l'instant, pas d'autres questions. Quel mot d'encouragement vous donneriez à une équipe qui a envie de tendre justement vers la SCOP? Juliette. Allez-y. Je dirais que, en fait, s'il y a des zones dans lesquelles il faut partir de sa réalité et du système dans lequel on est. Si le système dans lequel on est à ses limites, qu'on le sent, qu'il y a quelque chose, il y a un endroit où c'est pas juste pour l'équipe, déjà, je pense qu'il faut prendre un temps pour en parler et arriver à mettre des mots là-dessus. Peut-être avec de l'aide de quelqu'un d'extérieur qui peut être là pour faciliter et aménager un moment avec une méthode qui permet de faire émerger la parole du groupe. Et après, en fait, je pense que c'est pas si compliqué que ça de se transformer en scope. Évidemment, il faut que le dirigeant en ait envie. Si le dirigeant n'en a pas envie, soit il faut que vous créez une scope à côté, soit il ne faut pas vous transformer en scope. L'aide de l'Union régionale des scopes est quand même très utile. Quand vous transformez en scope, vous pouvez adhérer c'est une association et elle vous accompagne, elle a un temps dédié pour vous aider à monter vos statuts, vous expliquer comment ça marche. Donc il y a quand même un accompagnement qui existe là-dessus. Et après, je pense que c'est une question d'énergie et de sincérité. Si vous êtes prêt à mettre de l'énergie et de la sincérité dans le projet et que vous aménagez des temps pour ça, normalement, il n'y a pas de raison que ça soit compliqué ou que ça ne se passe pas bien. Ça peut être complexe, mais je n'ai pas l'impression que ça soit compliqué. Donc, l'organisme d'accompagnement l'URSCOP, l'Union régionale des scopes, est-ce que tu peux préciser la durée de l'accompagnement et le coût? Alors, la durée de l'accompagnement, être un an, je crois. Oui, je me souviens qu'en volume horaire, on avait droit à plusieurs journées d'accompagnement, mais qui pouvaient être découpées un peu dans le format dont on avait besoin. Soit c'est une demi-journée pleine, soit c'est des tranches de 2 heures. Tantôt, le délégué venait physiquement, tantôt, ça pouvait être fait à distance, notamment à Alyosha qui avait des questions assez techniques, qui n'avaient pas besoin d'être traitées sur le montage financier, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais. Et le coût, si je me souviens bien, entre un peu moins de 1 000 euros. Et en fait, l'idée, c'est d'adhérer à l'association, donc de bénéficier de toute l'énergie du réseau, de pouvoir participer aux événements organisés par l'URSCOP. Et en contrepartie, on avait cet accompagnement qui nous était dédié et qui peut être modulé sur un temps soit très dense, soit un peu plus long si on en a besoin. Ils font beaucoup de sur-mesure, j'ai l'impression, quand même, avec des sujets bien définis, mais en fait, ils viennent nous aider là où on en a besoin. C'est ça qui est intéressant dans cet accompagnement. Est-ce que vous avez des échanges avec d'autres scopes sur cette question du rôle d'associé? On en parle assez avec d'autres scopes. Ça a créé pour nous un ancrage où on s'est dit, mais en fait, le réseau, le mouvement coopératif, ça nous parle. Il y a des valeurs vraiment qui nous plaisent là-dedans. On espère qu'elles sont partagées par d'autres entreprises qui sont en scope et on est allé créer un peu des points de contact pour développer plutôt des occasions de travail avec d'autres scopes. Il a été question chez vous, comment ça marche, vos réunions d'associés, comment vous fonctionnez? Et là, on a eu autant de réponses que de rencontres. J'ai l'impression que ce qui coinçait dans les rencontres qu'on a pu faire, c'est vraiment cette manière d'expliciter la gouvernance et de comment sont prises les décisions. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de scopes qui ne savent pas trop s'y prendre avec faire du participatif, mettre des mécanismes d'intelligence collective et apporter de la transparence sur des décisions robustes. Là, ça, c'est un cumul de facteurs que peu de scopes arrivent à faire, je crois. Et c'est pour ça qu'on a décidé de leur proposer de les accompagner aussi sur cette manière de prendre des décisions collectivement et en s'appuyant sur une gouvernance partagée avec de l'explicite, avec quelque chose qui fasse référence vraiment et qui soit connu des différents associés. Autre question d'une participante, est-ce que vous pouvez nous redire les étapes pour passer d'une SASU à une SCOP? Ça, c'est un peu technique. Ouais. Les étapes précises, moi, à votre place, je commencerai par rencontrer l'URSCOP. Oui, rencontrer l'URSCOP qui saura vous dire il y a plusieurs étapes à passer, mais globalement, alors normalement, techniquement parlant, il me semble qu'on ne transforme pas, mais
on peut créer une scope qui rachète le fonds de commerce de la manière de SASU. faire. Voilà. Et Voilà. Et l'idée, c'est de travailler sur des statuts qui se mettent par-dessus, qui s'empilent sur le droit du travail. Il y a le droit des scopes, il y a le droit du travail et il y a les droits des scopes par-dessus, qui sont des statuts très spécifiques sur lesquels l'URSCOP peut vous accompagner, une fois de plus. Et donc, la première étape, je pense, c'est de les contacter et de voir avec eux quelles sont les démarches administratives à mettre en place pour modifier des statuts. Puis après, il y a tout ce qui concerne, je crois, le tribunal de commerce, des déclarations diverses et variées qui sont assez administratives, comme tout changement de statut d'entreprise. En fait. Et on peut être une scope à partir de combien de personnes? 2. À partir de 2, ça fonctionne. Très bien. Il n'y a pas de limitation en termes de corps de métier. On connaît vraiment des scopes dans des domaines qui n'ont rien à voir. Une menuiserie, une agence qui fait du web. Nous, les métiers de l'accompagnement, vraiment, il n'y a pas de spécificité, que ce soit de l'artisanat ou du service, ça fonctionne. Et voilà, sur le plan fiscal, il y a vraiment des choses intéressantes à faire aussi en termes je pense à la répartition du résultat et il faut aller creuser ça parce que je trouve que c'est vraiment un statut qui est peu médiatisé et pourtant il est hyper robuste et on peut y trouver beaucoup plus de stabilité, notamment dans le taux de turnover par exemple ou dans la durée de vie des entreprises qui sont en scope. Et la durée des mandats des dirigeants, il me semble que parmi les entreprises, le statut scope, c'est celui où les dirigeants restent en place le plus longtemps parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très spécifique au scope. Un mandat de dirigeant peut être questionné tous les 4 ans. Et on réélit en tant qu'associé salarié ou en tant qu'associé notre mandataire social. Donc, c'est nous qui le choisissons. Et tous les 4 ans, ça peut changer. Donc, ça veut dire que le dirigeant accepte aussi de remettre à ses associés le pouvoir de décider s'il est toujours bien dans son rôle ou pas. Et ça fait souvent des entreprises où quand le dirigeant a été réélu, c'est que ça se passe bien et qu'il y a la possibilité de continuer ensemble. Et d'asseoir un leadership, je trouve que ça donne vraiment un pouvoir fort aux dirigeants qui est reconnu, soutenu par ses autres associés dans cette position-là. Et sur le dirigeant aussi, le statut de scope, je trouve, permet plus facilement d'envisager un relais de la gérance par un des associés, par exemple. Vous avez parlé du dirigeant, mais est-ce qu'il y a aussi des dirigeantes de scope? Quelle est la place des femmes justement dans le milieu coopératif? Alors, je n'ai pas de chiffre en tête, mais en tout cas, il y a une scope qu'on apprécie beaucoup, avec qui on travaille à Grenoble, qui s'appelle Alma, et pour le coup, qui est dirigée par une femme. Et ça, je pense vraiment considérer que c'est un modèle inspirant. Une très belle entreprise qui a de beaux résultats. Aller creuser un peu du côté d'Alma, il y a des choses à voir. Puis il y a d'autres, localement, moi je pense à d'autres scopes plus petites et avec des activités peut-être plus modestes mais tout aussi sympathiques, notamment le thé à court. Si vous êtes de la région de Grenoble, c'est une scope qui est installée en centre-ville et qui fait à la fois couture et salon de thé, et c'est une scope qui a été montée uniquement par des femmes. Il n'y a que des femmes dans cette scope. Donc j'imagine que la mandataire est une femme, du coup. Je crois qu'elles sont 5. Et elles ont pu monter aussi leur activité ensemble. Voilà. Mais je pense qu'il y a, comme dans tout le monde entrepreneurial, il y a encore un progrès à faire sur ce sujet. Il y a encore des marches à gravir pour les femmes pour être mandataires de scope. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci pour votre optimisme et vos conseils et les idées de prochaines étapes pour aller vers la scope. Avec plaisir. Pour rappel, ce webinaire a été enregistré. Vous retrouverez le replay sur notre site web. Et je vous remercie pour votre participation, votre présence et votre envie d'avancer. Bonne journée.